Salam alaikum, Azul Villaoun, bonjour. Avant de commencer l'émission, je voulais vous montrer ce background Al-Mujahid du 29 mai 1958, quelque temps après l'assassinat de Abba Ramdan sur ordre de Boussouf. Voici le mensonge fondateur du régime actuel. Abba Ramdan est mort au champ d'honneur. Voilà. Je voulais vous le montrer et je vous rappelle qu'Al-Mujahid a été créé sur l'initiative de Abba Ramdan et de Ben Youssef Ben Khedda. Bien, 58 ans après sa tenue, le congrès de la Soumam n'en finit pas de soulever les passions, de susciter les rumeurs les plus fantaisistes, mais aussi et surtout, pour certains courants résolument islamophobes et arabophobes, de l'ériger comme l'action politique majeure qui a cherché à corriger ce qu'il désigne comme une déviation arabiste et islamiste. Selon ces courants extrêmes, pour ne pas dire extrémistes, le congrès de la Soumam s'est voulu une refondation moderniste et occidentaliste de la révolution algérienne. C'est dire combien certains forgerons de l'histoire ne se privent pas de tordre à la convenance de leur thèse des faits historiques d'une très grande ampleur. D'autres intellectuels, plus honnêtes, mais non moins catégoriques, affirment que le congrès de la Soumam n'est pas complémentaire de la déclaration du 1er novembre, mais son antithèse. Ils rappellent qu'une partie importante de sa plateforme a d'ailleurs été abrogée par le CNRA le 20 août 1957 au Caire, en l'absence de Ben Bella, Boudiaf, Khidr, Aït Ahmed, qui étaient détenus à la prison de la Santé. Abban serait donc, selon certains, un anti-islamiste avant l'heure. Écoutons ce que dit Ben Youssef Ben Khedda dans son livre Abban Ben Mehdi, le rapport à la révolution algérienne. Je le cite, c'est un passage de son livre. Ben Khedda faut-il le rappeler, dans la tendance, ce n'est pas lui qui dit, Ben Khedda, faut-il le rappeler, dont la tendance islamiste n'est plus à démontrer, a été membre titulaire du congrès de la Soumam. Donc voilà ce qu'il dit. Certains esprits malveillants ont voulu voir dans la condamnation de la théocratie par la plateforme de la Soumam la condamnation de tout État inspiré de l'islam. Dans une théocratie, le gouvernement se donne pour mission de représenter Dieu comme le faisaient en Occident certains monarques du Moyen-Âge et sans rendre compte de leurs actes à personne, Alors qu'en islam, personne ne peut prétendre au monopole de la représentation de Dieu. De plus, en islam, le gouvernement est tenu de rendre compte et il est soumis à la critique de tout gouverné selon le principe bien connu d'Al-Muhasaba, ce qui explique l'absence de clergé dans les pays musulmans théocratiques. Théocratie, chez les Français, veut dire régime où l'Église, les prêtres exercent un rôle politique prédominant. Ils évoquent dans leur mémoire collective les guerres de religion et autres Saint-Barthélemy où les catholiques se livrèrent au massacre des protestants. La plateforme de la Soumam repousse l'image de fanatisme religieux, met-il entre guillemets, et autres barbaries arabes, met-il entre guillemets, dont les médias et le gouvernement en France affublaient le FLN. Jamais ne fut remis en cause dans la plateforme de la Soumam la proclamation du 1er novembre 1954, dont l'objectif fondamental était, il remet des guillemets, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Rappelons quelques traits saillants, voilà, donc fin de citation. Donc rappelons quelques faits saillants de Abba Ramdan avant de passer au débat. Il entre en clandestinité dès la fin des années 40. En 1948, il est désigné chef de wilaya PPA MTLD dans la région de Sétif, puis celle d'Oran. Il a été membre de l'OS, organisation spéciale, une organisation dont la mission était de préparer la lutte armée. Arrêté après que l'OS ait été éventé et démantelé, il fut torturé, longtemps incarcéré, condamné à 5 ans de prison, 10 ans d'interdiction de séjour, 10 ans de privation de droits civiques pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il sera transféré de prison en prison entre la France et l'Algérie, soumis à un régime de droit commun très dur. Il entreprit une longue grève de la faim qui faillit lui coûter la vie.
il obtint le statut de prisonnier politique. Aussitôt sorti de prison, il entre en clandestinité et prend la direction politique d'Alger. Il rédige lui-même des tracts signés au nom du FLN. Il devient très vite une figure de proue de la révolution. Il sera, avec d'autres leaders de toutes les initiatives capitales, comme celle de la création de l'UJTA, des commerçants, des étudiants. Avec Ben Youssef Ben Khedda, il initiera la création d'El Moujahid, l'organe d'information du FLN, qui publiera l'annonce de sa mort dans un article mensonger qui affirmait que Abba Ramdan était tombé au champ d'honneur alors qu'il avait été étranglé sur l'ordre de Bossov. C'est lui aussi qui a convaincu le grand poète Mouzabit Moufdi Zakaria d'écrire les paroles de l'hymne national Qasaman. Il faudrait des livres et des livres pour dire ce que cet homme exceptionnel a fait pour la révolution algérienne. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Cette émission a été demandée par le professeur Belaïd Abban, analyste politique et néanmoins neveu de Abba Ramdan. Il a souhaité apporter des réponses à certains propos de l'historien Sadr Sellem qui avait répondu à nos questions lors d'une précédente émission sur le congrès de la Soumam. Nous allons donc tout de suite donner la parole à Belaïd Abban. Avant, nous allons vous montrer les journaux du jour. Huffington Post, un article de Haït Ben Ali Boubakar, le Rassemblement national, l'étape décisive avant le congrès de la Soumam. Al-Watan, Rafour ou Bouira, commémoration du congrès de la Soumam. El Moujahid, RCD, le congrès de la Soumam, un nouveau départ pour la révolution. Alors, Sadr Sellem, merci d'abord de nous avoir rejoints et d'avoir demandé cette émission. Pardon, Belaïd Abban. Oui, donc je suis là pour répondre. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Merci donc d'avoir demandé cette. Sadr Sellem a affirmé que Ben Bella avait pris le risque de se rendre au congrès de la Soumam et qu'il s'était même rendu en Italie à San Remo pour y rencontrer un agent de liaison qui devait le faire rentrer en Algérie pour assister au congrès. Et que celui-ci n'était pas au rendez-vous. Et vous affirmez que Ben Bella n'avait aucunement l'intention de s'y rendre parce que les Égyptiens lui avaient recommandé de ne pas y aller à cause des menaces qui pèseraient sur lui de la part de Abban et de Ben Mehdi. Qu'en est-il en fait? D'abord, Sidi Jamel-Din, vous êtes rentré tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Ce que je voudrais d'abord, c'est de rendre hommage à votre émission. Merci. D'abord pour la qualité et pour la franchise, une émission dépourvue de langue de bois. Merci. Et puis, je voudrais aussi rendre hommage à votre esprit de l'équité, puisque vous m'avez permis de répondre à un certain nombre de contre-vérités proférées par votre invité du 20 août, en l'occurrence Sadr Sellem. Donc, avant de répondre à votre question sur la représentativité du congrès de la Soumam, mais en l'occurrence la présence non attendue ou tant attendue de Ben Bella au congrès de la Soumam, je voudrais vous rappeler deux petites choses. D'abord, moi, je ne me présente pas en tant qu'historien. Vous avez bien fait de rappeler que je suis politologue. Je suis d'abord médecin, je suis professeur de médecine, médecin de formation, et donc je suis d'abord, au titre de ma qualité de politologue, que je m'intéresse à l'histoire, et donc que je vais affirmer un certain nombre de vérités qui sont toutes vérifiables. Oui. Donc je voudrais rappeler d'abord que j'ai vécu la guerre de libération nationale dans un village de regroupement du premier jour jusqu'à son dernier jour, et que ma famille a été frappée de plein fouet par la révolution algérienne, par la guerre de libération nationale, et que notre maison porte encore à ce jour les traces de multiples bombardements qu'elle a subis. Voilà, donc ça c'est pour faire une petite mise au point. L'autre mise au point, c'est concernant Abban qui serait un inconnu au bataillon. D'abord, ce ne sont pas des paroles d'historien. Ça c'est du verbiage, j'allais dire des ragots de café mort. Abba Ramdan était le plus connu de ce qu'on appelle les novembristes. Pourquoi? Pour la simple raison que les novembristes étaient tous d'anciens membres de l'OS qui travaillaient dans la clandestinité. La preuve, c'est que la proclamation de novembre n'a pas été signée. Sa première preuve. Deuxièmement, c'est qu'ils ont cherché une tête d'affiche connue, à savoir Lamine Barine. Ça, ce sont des faits historiques. Et Lamine Barine, pour des raisons qui le concernent, n'a pas voulu servir de tête d'affiche.
Par contre, Abben, je vous disais qu'il était l'un des plus connus. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend très Pourquoi bien. je vous disais que c'était l'un des plus connus? Tout simplement parce que Abban avait d'abord été membre du comité central. Vous pouvez consulter les livres de Ben Youssef Ben Khadda, qui, à mon avis, est digne, même s'il a des défauts, il est totalement digne d'intérêt, de confiance. Donc, il était membre du comité central. Deuxièmement, l'un des rares militants de l'OS qui a été emprisonné, à avoir fait parler de lui, c'était Abban par une grève de la faim la plus longue connue dans les prisons françaises pour l'époque, pour obtenir un statut de prisonnier politique. En effet. Et c'est comme ça que l'Algérie libre de l'époque avait fait un article très élogieux et il a été félicité même par la direction politique de l'époque. Maintenant, puisqu'on invoque souvent Mohamed Harbi a dit publiquement qu'Abban, même dans la région de Skikda, sonnait comme le synonyme de liberté dans la région justement de Skikda. Alors, pour inconnu au bataillon, il faut peut-être utiliser un autre langage. Ah, il y a un souci. Il y a un souci. Je crois qu'on a perdu Beled Abban. Nous allons le rappeler tout de suite. Je rappelle que le professeur Beled Abban a demandé une émission droit de réponse à la suite de l'émission que nous avions faite sur le congrès de la Soumam, où M. Sadr Sellam, historien de la libération et de la décolonisation, avait affirmé certains faits, certains événements que dénie le professeur Beled Abban. Et donc il est là aujourd'hui pour essayer d'expliquer, pour donner son point de vue, pour essayer d'apporter un éclairage sur ces dites déclarations. Donc voilà. Nous attendons donc de pouvoir le joindre de nouveau. Si ce n'est pas en Skype, ce sera au téléphone, malheureusement, c'est dommage, parce qu'en Skype, nous voyons mieux les expressions du visage, le message corporel. Est-ce que l'on m'entend? Oui, on vous entend, docteur Beled. Donc je peux continuer là? Oui, mais on ne vous voit plus, je crois que c'est le téléphone là. Skype, attendez, peut-être on va vous voir. Si, je suis voilà, très bien. Skype, on vous voit. On vous voit, docteur Abban. On y va là? On y va, vous poursuivez. Bon, je vous disais donc, pour reprendre cette expression inconnue au bataillon, qui n'est pas une expression d'historien, Abban était donc membre du comité central, chef de wilaya du PPA et membre de l'OS. Et tous ces témoignages-là, je les ai écrits dans mon prochain livre par des témoins de premier plan. C'est la première chose. Deuxièmement, je vous disais que Rabah Bitat m'avait fait le témoignage, que d'autres m'ont fait du reste, et il y a encore des personnes vivantes qui peuvent en témoigner. Abban faisait partie du docteur Abban, je me permets de vous interrompre un petit instant. Oui. Il me semble que Ziroud Youssef aurait dit aussi la même chose, mais pas de façon péjorative. Il a dit que Abban n'est pas encore connu, il est inconnu par rapport à la base révolutionnaire. Il était connu dans la base puisqu'il était chef de wilaya dans la région de Sétif. D'accord. Il est connu. Aussi connu en tout cas que beaucoup d'autres. Mais à l'époque, les gens n'étaient pas connus. On les voit avec les yeux d'aujourd'hui. Absolument. À l'époque, c'était des jeunes militants, responsables locaux. Ils n'avaient pas plus d'aura les uns que les autres. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Ben Bella, parce que il y a tout un tintamarre autour de sa personne après son arrestation et également du fait de la publicité égyptienne. Mais Abban était aussi connu dans les rangs militants que les autres membres en tout cas du staff de novembre. J'entends bien. Je voulais dire simplement, ce que je voulais dire, si Jamal, c'est que Abban était donc dans le comité des 12 chargés de prendre en charge la résistance algérienne. Une preuve intangible, c'est que la Ronéo qui a imprimé la proclamation du 1er novembre est sortie de chez nous. C'est mon frère Dahman qui l'a emmené à Dodane jusqu'à Wadaïsi pour qu'elle soit reprise en main par les gens d'Irili Moula. Donc ça, c'est Ramadan qui a donné de sa prison. Il était à l'époque à la prison de l'Harash. Il a donné des instructions à son neveu pour remettre la Ronéo aux gens d'Irili Moula qui ont donc imprimé la plateforme du 1er novembre. Donc Ramadan était au courant de tout et vous n'avez qu'à relire d'ailleurs Fathi Dib, Gamal Abdel Nasser et la révolution algérienne. Il le dit. Il dit Abban était au courant de tout, c'est Ben Bella qui lui dit en plus. Donc c'est pas pour le valoriser. Très intéressant. Ça, il y a des preuves sans
réserve des preuves que je vais apporter dans mon prochain livre, pour ne pas nous étendre sur ces aspects-là. Donc, en conclusion, Abban n'était pas plus inconnu que d'autres. Voilà. Très bien. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser? Alors, est-ce que nous ne pourrions pas penser que malgré l'avancée idéologique et structurelle de la révolution algérienne par le congrès de la Soumam, celui-ci aurait mis à nu le profond désaccord qui existait entre l'intérieur et la délégation extérieure, en plus du principe de la primauté du politique sur le militaire qui allait avoir des effets ravageurs sur la direction de la révolution. Est-ce que ça n'a pas été une mauvaise tactique que d'aller de front vers ces deux problèmes pour essayer de les résoudre et qui en fait n'a fait que les compliquer? D'accord, ok. Alors, juste un mot pour la non-présence, l'absence de Ben Bella au congrès de la Soumam. J'avais oublié cette question. Je rappellerai simplement que Ben Mhidi est parti au Caire pour aller chercher des armes, est revenu au printemps 1956 et qu'il est arrivé à Alger par ses propres moyens et qu'il n'avait pas besoin d'un guide touristique pour venir jusqu'à Alger. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si vous lisez les mémoires de Fath Hidib, il a dit « Nous avons déconseillé à Ben Bella d'aller de peur d'une traîtrise de Abban et de Ben Mhidi ». En fait, effectivement, moi je l'ai su par la suite, Abban et Ben Mhidi étaient prêts à juger Ben Bella pour différentes raisons. La première, c'est qu'il a vendu toute l'organisation spéciale, Al-Munazama Sirriya, qui était chargé de déclencher la révolution. Il a vendu, nom par nom, tous les membres de l'organisation secrète à la police française. Ça, c'est pas moi qui le dis, le document est dans le livre qui dit ça Il a été repris par Ammar Bentoumi, qui était l'un de ses avocats. Il a vendu tout le monde, ça, première chose. Mais c'est grave comme accusation. Deuxièmement, il a confié tous les secrets de la révolution à une puissance étrangère, fût-elle amie. L'Égypte était au courant de tous nos secrets. Voilà. Ouais. Ça, c'était donc... et puis, bien sûr, sa défaillance en matière d'approvisionnement en armes. Et pour ces trois choses-là, Ben Mhidi et Abban avaient l'intention, c'était, je peux le citer, c'est Ali Haroun, un jour, qui me fait ce témoignage, qu'il tient directement d'Abban, il devait le juger et peut-être le condamner, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les Égyptiens avaient raison de lui déconseiller de venir parce qu'il aurait été jugé. Donc, selon vous, la question de Ben Bella. Donc, selon vous, maintenant à la primauté de l'intérieur. Non, pardon, Sibled. Donc, selon vous, Ben Bella ne serait pas rendu à San Remo en Italie pour attendre un agent de liaison qui serait venu, qui était censé venir le chercher. C'est possible, je n'en sais rien, ouais. C'est possible, mais c'est ce qu'il dit lui-même. Ceci dit, il pouvait venir par la Libye, la Tunisie, et il avait les troupes des Aurès qui marchaient avec lui. Donc il pouvait l'introduire sans problème en Algérie. Le problème, c'est est-ce qu'il était suffisamment motivé pour rentrer? Ben Mhidi, qui était motivé, est rentré. Wasmo Ben Bella n'était pas motivé. Il en était malade, mais il ne voulait pas rentrer. D'accord. Voilà. Et les autres membres de la délégation extérieure ne s'occupaient pas du tout du congrès de la Soumam. Ça, c'est Aïd Hamed qui le dit, ils étaient suffisamment occupés par les problèmes de diplomatie. Ben Bella savait que le congrès allait j'allais dire, l'écarter, et donc ils ont été malades, et ça, c'est son confident, Fath Hidib, qui le dit. Donc là, c'est une réalité. Si Ben Bella avait voulu rentrer, il serait rentré. Lui et quelqu'un d'autre de la délégation extérieure. Alors, revenons à la question. Donc, pourquoi voulez-vous qu'il lui envoie un agent de liaison jusqu'à San Remo? Et pourquoi donc? Oui. Il faudrait peut-être même un touring club pour qu'il vienne dans son propre pays, comme dirait Maître Belhoussi. Voilà donc pour la présence de Ben Bella au congrès de la Soumam. On peut revenir maintenant sur la question des Aurésiens, parce que c'est quand même très important. Oui. Mais avant cela, si vous le permettez à Si Jamal, je vais revenir sur la primauté de l'intérieur et la primauté du politique. Absolument. La primauté de l'intérieur, elle n'a pas été décidée ni par Abban ni par le congrès de la Soumam. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les 6 du 1er novembre, que tout le monde connaît, Boudiaf, Betat, Ben Mhidi, Ben Boulaïd, Didouche, etc., et Karim El-Qassem, tant qu'ils étaient sur le sol national, avant de s'éparpiller, ces responsables-là ont décidé que l'intérieur doit primer sur l'extérieur, à savoir que la décision doit revenir aux 6 de l'intérieur et non pas à ceux de la délégation extérieure. Oui. Quand Abban est arrivé,
Oui. Il a voulu, parce qu'il était au courant de tout ça. La première des choses qu'il a faites, il envoie à Ben Bella et à Boudiaf, il leur dit, est-ce que vous êtes toujours d'accord sur le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur? Ça, c'est Yassef Saadi qui le raconte dans son livre, et il est encore vivant. Oui. Et il envoie donc Yassef Saadi, et Boudiaf lui répond, oui, la primauté doit revenir à l'intérieur, ce ne sont pas les gens qui sont actifs à l'extérieur qui seraient en mesure de diriger la révolution algérienne. Ça, c'était réglé. Et je crois qu'il y a en filigrane encore une question, c'est la nomination de Lamine Barry. Ah, exactement, à la tête de la délégation extérieure. Absolument. Parce qu'il y avait une guéguerre au Caire, une guéguerre de chef, oui. Ben a pris sur lui, il a sans doute, c'est sans doute excessif. On peut le dire aujourd'hui, il a nommé Lamine Barine pour coiffer la délégation extérieure et probablement aussi pour si vous voulez, éloigner Ben Bella de la proximité des Égyptiens. Parce mais tout le secret était aux mains des Égyptiens. Pardon, excusez-moi de vous... Et on peut revenir sur ces aspects-là. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, en désignant Mohamed Lamine Barine à la tête de la délégation extérieure, oui. Est-ce qu'il n'avait pas pensé que tout le monde allait penser qu'il se proclamait par simple logique comme étant celui qui nommait son délégué à la tête de ceux qui commandaient, en fait. Ça veut dire qu'il s'autoproclamait chef suprême d'une manière indirecte. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Ce que je peux affirmer simplement, c'est que c'est fort de la primauté de l'intérieur. C'est l'intérieur qui décide. Oui. Et une fois qu'il a eu l'aval de la primauté de l'intérieur, donc c'est à l'intérieur de faire marcher la révolution. Mais Belaïd Abban, je peux vous l'accorder, c'est excessif. Et probablement que si c'était à refaire et s'il était vivant, peut-être qu'il y réfléchirait à deux coups avant de le faire. Mais une autre question tout aussi qui est un peu dans la même foulée. Lui-même, après la débâcle de la bataille d'Alger, il a dû s'enfuir, il a dû quitter l'Algérie. Et il s'est retrouvé à l'extérieur. Il n'est donc plus à l'intérieur. Avec les 4 membres, avec les 3 autres membres restants du CCE. Du CCE. Et donc il se retrouve à l'extérieur et il n'est plus à l'intérieur. Et là se pose un grand dilemme. Donc, mais je vais vous expliquer pourquoi ils sont sortis. Oui. Ils sont sortis parce qu'il n'y avait plus de direction à l'extérieur. Exact. Et il y avait d'énormes troubles aux frontières, dont les troubles déclenchés par Barsas et qui a manipulé les Nmouchi pour entrer en rébellion contre le CCE. Oui. Donc ils sont partis et je peux vous assurer, j'en apporte la preuve formelle dans mon prochain livre, Abban avait l'intention de revenir. Et d'ailleurs, c'est sa décision de revenir, de revenir à réinstaller la direction à l'intérieur qui a précipité sa mort. Ça, je le démontre aussi dans mon prochain livre. Très, très bien. Donc, sa femme elle-même, qui recevait, après sa mort, elle recevait des courriers, des faux courriers en fait d'Alger. Elle était convaincue qu'il était revenu à Alger. Des faux courriers signés. Des courriers signés à Abban Ramdan. Des faux courriers signés à Abban pour la ramener de Tunis à Alger. Parce qu'on voulait la tuer, elle aussi. Elle a reçu ces courriers-là. Elle peut témoigner. Elle est toujours vivante. Je peux vous la passer si vous voulez faire une émission avec elle. Oui, oui. Il lui disait rentre. Je suis à Alger, rentre. Signé Ramdan. Pourquoi il voulait la tuer, elle aussi? J'étais convaincu qu'il était revenu. Il était à Alger, alors qu'il était déjà mort. Parce qu'il m'a dit qu'il partait provisoirement et qu'il allait revenir à Alger. Voilà, ça c'est des faits. On peut leur accorder le crédit qu'on veut, mais ce sont des faits. Et je vous dis encore, et j'insiste sur ça, c'est la décision de rentrer, et ça tout le monde le sait, de rentrer qui a précipité sa mort, et j'apporte un certain nombre de détails pour cet épisode qui va donc précipiter sa fin. Alors, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, une question centrale. On a souvent accusé les Soumamiens d'avoir voulu couper le cordon ombilical avec l'arabité et l'islam. Et on a dit que la première mouture de la plateforme du congrès de la Soumam a été réaménagée par le CNRA pour tout ce qui concerne ces dispositions concernant la suppression des passages concernant les principes de l'islam contenus dans la déclaration du 1er novembre 1954. Alors, en fait, qu'en est-il? Oui. Si vous vous resituez dans le contexte de l'époque, oui.
euh, personne ne pouvait s'imaginer que notre pays allait un jour devenir indépendant. C'était très difficile. Oui, Et je peux vous dire une chose. Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, je n'avais pas le son, mais vous avez évoqué Kassaman. oui, Kassaman, c'est Abban qui l'a commandité en absolument. 1956. Je l'ai Pour dit vous dans dire à mon quel introduction. point, en Oui, 1956, lui oui, était convaincu que l'Algérie serait indépendante. oui, Mais pour qu'elle parvienne à cette indépendance, il faut, c'est pour ça qu'elle a la primauté du politique sur le militaire. C'est pas une guerre militaire, c'est une guerre politique. oui. Il fallait gagner le maximum d'appui, surtout dans le monde occidental. Donc les Soumamiens, on ne peut pas soupçonner ni Zirout ni Ben Mhidi d'être des laïcs, des mécréants Ni ou Ben des Khedda, anti-arabes. ni Ben Or, Khedda. ce qui s'est passé à la Soumam, c'est qu'ils se sont dit l'arabité et l'islamité, ce sont deux choses évidentes. Encore que l'arabité, c'est quelque chose de très douloureux à répéter puisque nous étions à 5 ou 6 années de l'immense crise berbériste de 49. Oui, Donc la question identitaire n'était pas encore réglée et elle ne l'est toujours pas du Oui, reste. exact. Donc concernant l'islam, je vous rappelle simplement que c'est Abban qui a fait rentrer le Jam'iyat al-Ulama dans la révolution. Et c'est lui-même qui leur a sauvé la vie parce qu'il devait être liquidé. Voilà donc la vérité. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire mousser la question de l'islamité? Ça, je ne pense pas que c'était nécessaire à l'époque si on voulait gagner des appuis en dehors de la sphère arabo-islamique. Or, le FLN, il cherchait surtout des appuis dans le monde occidental pour pouvoir influer sur la France et l'amener à la table des négociations. Voilà la véritable motivation. Du reste, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans l'intimité d'Abban. Je ne Oui, peux pas rentrer dans cette oui. intimité parce que moi, le personnage que je connais, c'était le personnage en prière. Alors ça, moi, je suis un laïc, donc je peux l'affirmer haut et fort. Ça veut dire que je ne mêle pas la question religieuse à ma sphère publique. Donc, je le répète ça avec beaucoup de pudeur. L'image que j'ai gardée de lui, c'est un homme en prière. Alors, pour vous dire déjà, cette histoire-là de laïcisme, francophonie, des mots qu'a employé Sadr Sillam, c'est des mots du présent qui n'ont absolument aucun sens replacé à l'époque. Le FLN n'écrivait qu'en français, rare ceux qui écrivaient en arabe. Alors c'est quoi cette histoire de francophonie? Exact. Ce qui m'amène à parler d'ailleurs de cette histoire de Bourguiba qui a favorisé les Soumamiens. En moins d'une minute, professeur Abban, parce qu'il nous reste plus de temps. J'allais dire de Bourguiba, qui a facilité les choses à Abban pour devenir lui-même un Bourguiba de Guimolet, c'est un énorme mensonge et ça procède de sentiments qui n'honorent pas l'historien qui se prétend être. Parce que je vais vous dire, Monsieur Bourguiba, qui avait une indépendance probatoire en Tunisie en 1956, il était confronté à des troubles, deux types de troubles. Les uns venant des yousséfistes pro-nassériens que Nasser remontait pour pouvoir gêner Bourguiba, et les autres, c'était les amis de Mahsasset Belbella qui étaient yousséfistes parce que pro-nassériens. Voilà. Le CCE, lui, il était légaliste. La réelle politique voulait qu'ils reconnaissent le gouvernement Bourguiba. Et Bourguiba a reconnu la direction institutionnelle du FLN. C'était la seule, il n'y en avait pas d'autre, c'est-à-dire le CCE. Oui. Et c'est comme ça que lorsque le CCE a décidé de mettre de l'ordre en Tunisie, le gouvernement Bourguiba était d'accord. Parce qu'il foutait la pagaille, ça il faut le reconnaître. Je ne cite qu'un événement. Au-delà de son courage, sa bravoure, son patriotisme, Abbas el-Ghoror a attaqué les troupes françaises sur le sol tunisien, lorsqu'elles rentraient en Algérie. Oui. Et sur ça n'a pas plu au gouvernement tunisien, et c'est la délégation extérieure avant qu'ils aillent en prison qui a demandé à Bourguiba de l'arrêter, de le mettre en prison. Ce n'est pas le CCE qui l'a arrêté. Nous sommes obligés. Abbas el-Ghoror en prison. Et il l'a maintenu en fait parce qu'on lui reprochait aussi d'avoir trempé dans l'assassinat de Bachir Chiani. Donc voilà, professeur Belaïd Abban, rien à voir avec l'arrivée de Maurice Faure qui va influencer Bourguiba pour qu'il soit d'accord avec Abban. C'est vraiment de la pure spéculation. C'est quelqu'un la personne qui raconte des choses pareilles, c'est quelqu'un qui voit l'histoire de la guerre libération nationale, comme je l'ai dit déjà dans mon livre, à travers le trou d'une serrure. Professeur Abban, notre émission est malheureusement arrivée à sa fin. On l'a largement dépassé. Je rappelle que si Sadr Sillam le souhaite, nous pourrions organiser entre vous deux
un plateau directement ici. Nous vous inviterions tous les deux pour une émission beaucoup plus longue, d'1 heure ou d'1 h 30, où vous pourriez vous expliquer comme des intellectuels de haute tenue que vous êtes l'un et l'autre. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul.